Quand je me suis réveillée dans cette chambre d'hôpital, mon corps à peine accroché à la vie, la première chose que j'ai demandé fut: est-ce que mes parents sont venus? L'infirmière ne me répondit pas avec des mots. Elle détourna seulement le regard, un voile de pitié dans ses yeux. J'étais restée dans le coma pendant 3 jours. 3 jours à osciller entre la vie et la mort après un accident de voiture qui avait brisé mes côtes, fracturé ma colonne vertébrale et presque arrêté mon cœur. 3 jours durant lesquels aucun membre de ma soi-disant famille ne s'était montré. Ni mon père, ni ma mère, et encore moins mon frère chéri, Mason. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. L'infirmière m'apprit plus tard que c'était ma voisine. Oui, ma voisine de 74 ans, qui m'avait trouvée inconsciente dans ma voiture, affaissée sur le volant dans le froid glacial. C'est elle qui avait appelé le 911. C'est elle qui avait attendu l'arrivée de l'ambulance. C'est elle encore qui était venue me rendre visite. Mais mes parents, ceux qui m'avaient élevée, eux, n'avaient même pas pris la peine d'appeler l'hôpital. Et ce n'était pas la première fois qu'ils m'abandonnaient. J'aurais dû le voir venir. Ils avaient toujours montré clairement que j'étais l'extra, l'indésirable. J'étais la fille qui avait ruiné leur projet de retraite, qui coûtait trop cher avec ses médicaments contre l'asthme, qui aurait dû épouser un homme riche comme son frère. Chaque étape importante de ma vie, ma remise de diplôme, mon premier appartement, le lancement de ma petite entreprise d'art n'avaient reçu de leur part qu'un maigre signe de reconnaissance. Pendant ce temps, Mason récoltait des applaudissements simplement en respirant. Il avait détruit 2 voitures et il lui en avait racheté une autre. Il avait abandonné ses études, et ils avaient présenté sa décision comme une quête passionnée, comme s'il était un génie incompris. Mais cette fois, me laisser mourir. Je n'avais pas d'assurance. Mon art ne couvrait pas les frais médicaux. Le personnel hospitalier me demanda doucement s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider financièrement. J'ai donné le numéro de mon père. Quand l'hôpital l'appela, il répondit apparemment: si elle est vivante, elle saura bien se débrouiller. Elle a toujours voulu être indépendante. Il m'avait laissée pour morte. Littéralement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, coincé dans cette chambre blanche et stérile, luttant pour respirer, quelque chose en moi s'était brisé. Ou peut-être s'était réveillé. Ce jour-là, j'ai décidé que si je survivais, jamais plus je ne leur donnerais une seule goutte de moi. Quand je fus enfin autorisée à sortir, j'étais couverte de dettes, meurtrie à des endroits que je ne soupçonnais pas, et je marchais avec une canne. Je suis retournée dans le minuscule studio que je louais. Dieu merci, j'avais payé 6 mois d'avance. Et j'ai commencé à planifier. Mais l'univers a de l'humour. Juste au moment où je pensais devoir ramper seule hors de ce gouffre, j'ai reçu un appel d'un avocat. Apparemment, ma grande-tante que je n'avais rencontrée que 2 fois était décédée et m'avait nommée dans son testament. Sa voix avait toujours été douce quand nous nous étions vus, et ses yeux remplis de quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais donné, du respect. Elle suivait mon art, apparemment, soutenant en silence mon travail en ligne. À sa mort, elle m'avait laissé tout. Son domaine, ses terres, ses investissements. Tout. Et c'est alors que la véritable histoire a commencé. Quand je suis entrée dans le bureau de l'avocat le lundi suivant, je boitais encore à cause de l'accident, mes bras étaient marqués de bleu, mais je tenais la tête haute. On me remit un dossier épais, juridique, écrasant. À l'intérieur se trouvaient les détails d'une fortune dont j'ignorais totalement l'existence. Ma grande-tante Evelyne avait été riche, discrètement, brillamment. Elle n'avait jamais étalé son argent parce qu'elle ne faisait pas confiance aux gens. Aux gens comme mes parents. Son héritage comprenait un vignoble en Californie du Nord, 3 propriétés locatives en Oregon, et plus de 3 millions de dollars en placements diversifiés. Elle m'avait laissé chaque centime, avec une seule phrase écrite de sa main dans une lettre qui m'arracha des larmes. À la seule de cette famille qui sait ce que signifie la douleur et qui n'a jamais laissé son cœur devenir froid. Utilise cela pour guérir et bâtir ton propre héritage. Laisse le reste derrière.
Je n'ai rien dit à personne, au début. Je n'en avais pas besoin. J'ai remboursé mes dettes d'hôpital anonymement. J'ai vendu le bail de mon ancien studio. J'ai fait un voyage jusqu'au vignoble, mon vignoble désormais, et j'ai marché entre les rangs de vignes comme si je respirais pour la première fois. Puis vint le message de Mason. Et, j'ai entendu dire que tu étais en vie. Maman dit que tu les ignores. Ne fais pas ta dramatique. Pas de, comment vas-tu? Pas de, content que tu sois encore là. Juste de l'arrogance, de l'égoïsme, ce même poison familial que j'avais bu toute ma vie. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. La semaine suivante, j'ai revu mes parents. Pas parce que je les avais appelés, mais parce qu'ils s'étaient présentés d'eux-mêmes. J'avais discrètement mis en vente le canne d'eau en bord de mer de ma tante, et apparemment ils avaient reconnu l'adresse. Quand j'ai ouvert la porte en silence, les yeux de mon père se sont écarquillés dès qu'il vit le sol en marbre. Ma mère, elle, cligna des yeux devant les meubles luxueux. À qui appartient cet endroit? Demanda-t-elle. À moi, avais-je envie de répondre. Mais je souris simplement et dis. Je peux vous aider. Ils jouèrent la comédie au début. Trop aimable. Oh chérie, nous étions si inquiets. Nous voulions prendre de tes nouvelles. Tu as l'air incroyable. Si en forme. Cette robe a l'air chère. C'est du créateur. Je leur servis du thé. Dans des tasses en porcelaine fine, cerclées d'or, celles que j'avais fait venir de France. Puis le masque tomba. Mon père se pencha vers moi et dit. Nous parlions avec Mason. Il a dit que tu avais peut-être touché de l'argent. Ta tante Evelyne est morte, n'est-ce pas? Triste, une femme si douce. Ajouta ma mère. Elle t'aimait bien. Puis, sans détour. De toute façon, tu sais bien que ton père et moi étions ses plus proches parents après toi. Nous pensions qu'elle partagerait tout. Peut-être pourrais-tu simplement nous transférer notre part? Je me suis adossée, stupéfaite. Pas une excuse. Pas un mot de remords pour m'avoir abandonnée à l'hôpital. Aucune reconnaissance du fait qu'il m'avait laissé crouler sous les dettes médicales. Rien que des mains tendues. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit. Vous n'êtes pas venu quand j'étais en train de mourir. Vous n'avez même pas demandé si j'étais en vie. Mais aujourd'hui, vous voulez partager mon héritage. Silence. Puis mon père explosa. Ne sois pas égoïste. Nous t'avons élevé. Tu nous dois tout. Ce fut la fissure finale. Je me levai, marchai vers la cheminée et sortis la lettre originale qu'Evelyne avait écrite. Je la tendis à ma mère. Elle m'a tout laissé. Pas de partage, pas de débat, pas de miettes. Et sachez que j'ai vendu ces actions la semaine dernière et que j'ai racheté une entreprise. Ma mère fronça les sourcils. Quelle entreprise? Celle dont vous vous êtes toujours moqué. Mon collectif d'art. J'ai acheté un bâtiment en centre-ville. Et devinez quoi? Je me penchai et murmurai. J'ai renvoyé votre amie Karen en tant que directrice de galerie. Elle ne m'a jamais appréciée non plus. Mais je n'en avais pas terminé. Ils quittèrent la maison furieux, mais pas avant que mon père ne crache. Tu vas regretter de nous avoir coupés. Quand Mason héritera de la maison et de tout le reste, ne viens pas ramper. Je souris. Ce sera vous qui rampez, parce que la maison est déjà à mon nom. Il ne le savait tout simplement pas encore. Les jours se transformèrent en semaines et, pour la première fois de ma vie, je ressentis la paix. Pas seulement le silence, mais une véritable paix méritée. J'avais reconstruit ma vie, brique par brique émotionnelle, loin de la culpabilité et de la manipulation qui m'avaient jadis étouffée. Mais la paix a une drôle de manière d'être interrompue, surtout quand le passé refuse de rester enterré. Tout commença par un message vocal de Mason. Et, ils vendent la maison familiale. Maman et papa paniquent. Apparemment, c'est à cause d'impôts impayés. Bref,
pas mon cirque. Je déménage chez Claire. Je voulais que tu saches. Je savais déjà, parce que j'avais agi avant lui. Quand tante Evelyne m'a laissé tout, je n'ai pas seulement hérité d'une richesse. J'ai hérité du pouvoir. Un pouvoir discret, légal. Dans l'un des trusts se trouvait la propriété d'une société hypothécaire privée. Et devinez qui avait contracté un prêt sur la maison 5 ans plus tôt sans jamais le rembourser? Mes parents. Ils pensaient que le prêt avait disparu, effacé par une banque anonyme. Ils ne savaient pas que j'avais racheté cette dette d'un simple coup de signature. Donc non, ils n'étaient pas expulsés par une institution froide. Ils étaient expulsés par la fille qui l'avait abandonnée dans un lit d'hôpital. J'ai attendu le jour où les déménageurs sont arrivés. Mon père se tenait sur la pelouse, rouge de colère, criant après le chauffeur du camion. Ma mère était assise sur les marches du porche, sanglotant dans un mouchoir comme si c'était une performance qu'elle espérait voir filmée. Puis je suis arrivée. Pas dans ma vieille berline cabossée vendue des mois auparavant. Non, j'ai conduit mon SUV électrique gris charbon, élégant, directement sur leur rue et suis sortie dans un costume bleu marine sur mesure, les cheveux attachés, le menton haut. La bouche de ma mère s'ouvrit. Toi? Mon père piétina en avant. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens te vanter, répondis-je calmement en levant une seule enveloppe blanche. Voici votre avis. L'acte appartient désormais à un trust caritatif à mon nom. La maison sera transformée en refuge pour filles en fugue. Des filles comme celles que vous avez laissées derrière vous. Ils se figèrent tous les deux. Mon père serra les poings. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. Non, dis-je calmement. C'était la leur. Maintenant, c'est la leur. Je désignai un groupe de jeunes filles près du trottoir, guidées par une travailleuse sociale avec qui j'avais collaboré. Certaines portaient des ecchymoses visibles. Une tenait un bébé. Toutes avaient des yeux qui semblaient trop vieux pour leur âge. Ma mère s'étrangla. Tu fais ça par vengeance. Je m'approchai, non pas avec cruauté, mais avec clarté. Je fais ça pour survivre. Vous m'avez élevée dans une maison où l'amour avait des conditions, où réussir signifiait rester silencieuse. Vous m'avez laissée quand j'avais le plus besoin de vous. Et maintenant, vous recevez ce que vous avez donné. Elles regardèrent les filles à nouveau, puis moi. C'est alors que la panique s'installa. Pas la colère, pas la fierté, le désespoir. S'il te plaît, murmura ma mère. Nous n'avons nulle part où aller. Je m'approchai encore. Vous m'avez dit que je ne valais rien sans travail. Poids mort, parasite. Alors j'ai trouvé un travail. J'ai construit une entreprise. J'ai hérité d'un empire. Je me suis élevé. Vous n'avez pas le droit de grimper avec moi maintenant. Ils quittèrent ce jour-là, avec rien d'autre que les sacs qu'il avait autrefois jetés sur le trottoir. Le même trottoir où j'avais pleuré après avoir été mise dehors. Poétique, n'est-ce pas? Quelques semaines plus tard, j'ai organisé l'inauguration du nouveau refuge. Ce n'était pas simplement une maison. C'était un message gravé dans la brique, on n'a pas besoin d'être accepté pour être digne. Les journalistes sont venus. Les donateurs ont envoyé des chèques. Je me tenais aux côtés de filles qui me rappelaient moi-même. Et pour la première fois, mon histoire n'était plus centrée sur la douleur. Elle était centrée sur le but. Le dernier rebondissement, une lettre arriva la veille de l'ouverture. Elle venait d'une femme que je n'avais jamais rencontrée, une infirmière retraitée de l'hôpital où j'avais été admise. Elle avait reconnu mon nom dans le journal. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note et une vieille photo, moi, inconsciente, avec elle assise à côté de mon lit. Ils sont partis après 5 minutes, mais je suis restée toute ta première nuit. Je voulais juste que tu saches que tu n'as jamais été vraiment seule. Je pleurais, non pas pour la douleur, mais pour la guérison. Parce que mon histoire ne s'était pas terminée par l'abandon. Elle s'était terminée par une renaissance.
Et ce n'était que le prologue. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo.